Et bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une saga cinématographique dont je n'ai encore jamais parlé sur ma chaîne, qui est une saga complètement culte qui a ressuscité, révolutionné le genre du film d'aventure, et je dirais même plus, le genre du film de pirate, à savoir, évidemment, on va parler de la saga Pirates des Caraïbes. Allez, un petit générique, on se fait plaisir. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Alors donc, Pirates des Caraïbes, très inspiré tout simplement de l'attraction des parcs Disneyland, sort, en tout cas pour le premier volet, en 2003. Et c'est un succès absolument retentissant. Pourquoi le film de pirates, il y en avait peu, ou était tombé un peu en désuétude, le genre du film de pirates, parce que ça coûte extrêmement cher. Il faut créer des décors, il faut créer des bateaux, à l'époque en tout cas, parce qu'aujourd'hui on ferait tout en fond vert et puis nique sa mère. Mais voilà, donc c'est un film qui avait un peu, qui était un peu tombé en désuétude et où les producteurs n'avaient pas forcément envie de se lancer dans un projet aussi coûteux, aussi faramineux, parce que on rappelle que les films Pirates des Caraïbes sont parmi, je crois, dans le top 20 des films les plus chers au monde, à savoir que le cinquième volet a quand même coûté 450 millions de dollars. Donc bon, ce qui est quand même beaucoup. Mais il fallait donc un producteur, qui est à la hauteur de cette tâche acharnée. Il fallait un producteur qui ait des moyens, qui ait le courage de s'y lancer. C'est bien entendu le producteur Jerry Bruckheimer, qui est notamment connu pour Top Gun, Benjamin Gates, les films de Michael Bay. Voilà, c'est un très grand producteur américain et très connu, très médiatisé. Moi j'ai un rapport évidemment très enfantin à Pirates des Caraïbes, parce que j'ai découvert ça quand j'avais aux alentours de 6-7 ans, pas plus. En tout cas pour les premiers. Après j'ai vu le 4 et 5, bon ça c'est une histoire, on en reparlera après. Et ce sont, en tout cas pour les trois premiers, ce sont pour moi des chefs-d'œuvre du film d'aventure. Là où, dans les années 70, 80, 90, on avait Indiana Jones, à la poursuite du diamant vert, et après dans les années 2000, on a essayé de relancer le film d'aventure avec Benjamin Gates. Dans les années 2000, on a eu Pirates des Caraïbes en fait. Pirates des Caraïbes qui a relancé le genre du film d'aventure, où les producteurs se sont dit ok, le film de pirates, le film d'aventure peut ramener en salle, oui. Mais pourquoi Pirates des Caraïbes ça marche ? Alors, j'ai pas forcément envie de vous parler des choses qui ont déjà été dites en long, en large et en travers sur le film, à savoir que c'est putain de bien écrit, les personnages sont hyper développés, sont hyper bien écrits, sont hyper attachants, parce qu'on a quand même un film où on arrive à s'attacher à des ordures, qui sont proprement des ordures. On a littéralement Barbossa qui kidnappe une jeune femme, on a Jack Sparrow qui est à peu près le plus gros enfoiré de l'histoire de la Terre, puisqu'il manipule tout et tout le monde pour pouvoir parvenir à ses fins et pour pouvoir échapper aux conséquences de ses actes. On a William Turner et Elizabeth. Bon, eux, à la rigueur, c'est un peu les anges les anges de la saga, parce que c'est quand même des gars qui n'ont rien fait de bien méchant. Alors, à part William Turner qui s'est quand même qui s'est allié avec la Compagnie des Indes dans le troisième volet, mais bon, ça, on en reparlera plus tard. Alors, moi, ce qui m'a touché dans mon revisionnage de ces films, parce que je me suis refait l'entièreté de la saga cette semaine, c'est, en tout cas pour la première trilogie, c'est que c'est crédible, c'est palpable. En fait, les personnages sont hyper bien écrits, et le scénario est tellement bien écrit que tu arrives à croire à tout ce qu'ils te disent. Quand, en fait, on te parle, notamment dans le premier volet, on aurait pu faire une histoire, à peu près le cliché du pirate, à savoir le pirate qui a une carte au trésor et qui va chercher un trésor et tout le monde se bat pour avoir le trésor. Alors oui, mais oui et non, parce que il rajoute une petite subtilité dans ce premier volet, à savoir que le trésor est maudit et que, étant donné que Jack Sparrow est était con plutôt, eh bien tout simplement, il s'est fait
il a subi une mutinerie sur son propre bateau, et le chef des mutins, Hector Barbossa, est arrivé sur l'île de la Muerta, et... l'île de la Muerta? Si, l'île de la Muerta, porque habla espagnol, si, voilà. Moi, je perds un peu la boule, hein, tout va bien. Et que du coup, le trésor est maudit. Et du coup, on nous présente cet équipage du Black Pearl qui est littéralement maudit à cause de leur cupidité. C'est d'ailleurs ce que dit Barbossa. La cupidité nous aveuglait et maintenant elle nous consume. Oui, parce que c'est bien dialogué, Pirates des Caraïbes. Et moi, je pense que les deux qualités qui sont pour moi les plus flagrantes de cette trilogie, c'est non seulement la mise en scène, la photographie, tout ce qui s'attache à la réalisation, qui nous livre des plans extrêmement beaux visuellement et techniquement, mais également les effets spéciaux qui n'ont... Bon, en même temps, c'est les effets spéciaux de ILM, donc bon, voilà, on connaît ILM, c'est le sang de la veine, qui n'ont pas tant vieilli que ça, même très peu. Il y a évidemment certains plans où tu fais ah, là c'est un peu cracra, ça a un peu vieilli. Mais sinon, que ce soit dans le premier volet les squelettes, que ce soit le deuxième volet l'équipage du Hollandais volant et même le Kraken, ça n'a pas pris une ride. Tu crois les plans, le montage, la musique. Alors, j'ai pas forcément envie d'en parler parce que tout le monde a dit oui, la musique de Hans Zimmer est superbe. Elle est tantôt épique, tantôt émotionnelle, tantôt rythmée, tantôt lente. Elle est parfaite. C'est l'une des plus belles compositions qu'il ait pu faire. Mais voilà, on passe vite fait sur le sujet. Et moi, ce qui me touche aussi, c'est que tout est fait, en tout cas au maximum, avec des effets pratique, c'est-à-dire pas fait par par ordinateur, c'est-à-dire que à l'époque, et c'est ça que j'aime bien, on est au début du numérique. Avatar n'est pas encore sorti au cinéma, et Avengers aussi, donc les gens ne se disent pas « Oh putain, faut qu'on fasse des effets spéciaux dans tous les films ». Non. Les gens se disent, enfin en tout cas Gore Verbinski et Disney se disent on fait un film de pirates, on crée un village colonial, on crée un village anglais, on crée l'île de la Muerta, on crée Tortuga, tout ça ce sont des vrais décors, ce sont des décors certes faits en studio pour la plupart, mais c'est quand même du palpable, on peut le toucher, que ce soit l'île de la Muerta, que ce soit Port-Royal, et surtout les bateaux, ne serait-ce que dans le premier volet, il y a de mémoire 4 bateaux de construits, enfin en tout cas 4 bateaux utilisés pour le tournage, à savoir l'Intrépide, le Black Pearl, le bateau qu'utilise Jack pour retrouver le Black Pearl, et l'autre bateau de l'Empire anglais, l'Intercepteur, voilà. Et c'est ça qui est bien, c'est que quand il y a des batailles entre des bateaux, c'est vraiment des... Alors c'est pas des vrais boulets de canon, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a des canons, il y a des pistolets, il y a des épées, les bateaux sont sur l'eau, ils ont tourné en pleine mer, donc... c'est crédible puisque on sent qu'ils le font pour de vrai. Quand il y a quelqu'un qui tombe à l'eau, quand il y a une explosion sur un bateau, c'est une vraie explosion. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que ce sera le problème notamment du 4e et 5e volet, c'est que après tout sera fait en numérique. Si à l'heure d'aujourd'hui, si aujourd'hui Disney, d'ailleurs, je pense qu'ils vont le faire d'ici peut-être 3 à 4 ans. Oui, toujours je rôde dans mes vidéos, ça me permet d'être à l'aise. Si Disney reboot ou fait une sorte de suite ou un film dans l'univers des Pirates des Caraïbes, vous verrez que tout sera en fond vert. Les bateaux seront plus faits pour de vrai, ce sera juste des petites maquettes de crottes. Il y aura que des fonds verts, des effets spéciaux, des trucs magiques, etc. Parce que le seul effet spécial, enfin l'un des seuls effets spéciaux qu'il y a dans le premier volet, ça concerne l'équipage du Black Pearl, puisqu'ils sont maudits. Mais sinon, tout le reste, c'est pour de vrai. Et ça, c'est exactement la même chose que dans le deuxième volet. Alors, j'ai énormément de mal à décider quel est mon préféré des Pirates des Caraïbes. Parce que en termes de qualité, les 3 premiers sont pareils. Donc, il est impossible de dire lequel est le meilleur entre les 3 premiers. Par contre, ce qui est vrai, c'est que moi, j'aurais tendance à dire que mon préféré reste le premier, ne serait-ce que pour la scène de fin, enfin le climax qui se passe dans l'île de la Muerta, où on a Elizabeth, Will et Jack qui combattent l'équipage de Barbossa, et le reste de l'équipage qui est littéralement sur l'intercepteur en train de tuer des Anglais, voilà. Et parce que j'aime bien la mise en scène, j'aime bien la musique, comment elle habille le récit, j'aime bien
déjà j'adore les combats à l'épée en fait. Moi déjà, donc vous savez, j'adore Marvel, j'adore dès que ça se bagarre, en général, j'aime bien. Tu vois. Donc bon, là il n'y a pas des super pouvoirs et des boucliers, mais il y a des épées. Donc ça reste stylé. Voilà. Et puis surtout, le dernier geste de Jack quand la malédiction est levée et qu'il tire sur Barbossa. Alors en termes de street cred, on est pas mal. Et puis alors, le deuxième volet et troisième volet. Alors le troisième volet, j'ai un peu du mal parce qu'il est beaucoup trop long. Mais il y a plein de thématiques hyper intéressantes, la thématique de la liberté, la thématique de la fraternité, la thématique de se dire, ah bah au final, les pirates, ils sont peut-être pas si méchants que ça, les Anglais sont pires. Il y a plein de portes ouvertes dans ce troisième volet qui est hyper intéressante. Et puis David Jones, bon voilà, je pense que tout a été dit sur YouTube sur David Jones, à savoir que non, ce n'est pas seulement un méchant, c'est un homme qui souffre, qui était tellement amoureux de l'océan qu'il a fini par l'emprisonner dans un corps humain parce que... elle lui a pas mis un râteau, mais disons qu'elle lui a mis une petite douille, et du coup que elle, pour se venger, elle a maudit son bateau, et que toutes les personnes qui travaillent sur ce bateau finissent par devenir un corail finalement. Ils finissent par faire partie de l'océan. Hein. Donc, j'avoue que quand t'es pirate et que tu te dis ouais, tu vas être immortel, t'es en mode ok, j'aime bien. Mais quand après tu ressembles à une truite ou à un thon, bon, disons que c'est pas ouf. Et surtout que moi, il y a un truc qu'il faut savoir sur moi, c'est que quand j'étais petit et que j'ai vu donc le deuxième volet, parce que le troisième, voilà, c'est encore un peu différent, mais j'étais terrifié par Davy Jones, et j'étais même, de façon plus générale, terrifié par l'équipage du Hollandais volant, parce que c'est du body horror, parce que Gore Verbinski vient de l'horreur, c'est un réalisateur de films d'horreur, et ça se sent, parce que je suis désolé, mais l'équipage du Hollandais volant, ils sont dégueulasses. Que ce soit Bill Le Bottier qui est littéralement incrusté dans la coque du bateau, c'est-à-dire quand le mec se lève, tu entends des craquements de corail, de poissons, de coquillages et de crustacés. Le mec a littéralement une étoile de mer sur la joue, un coquillage sur la tempe, enfin c'est n'importe quoi, ça me dégoûte, ça me donne envie de vomir. Bref. En tout cas, tout ça pour vous dire que le deuxième et le troisième volet poussent tous les cotards du film d'aventure à fond. C'est-à-dire, budget à fond, scénario illimité, il y a un mec à tête de poulpe avec un équipage maudit qui contrôle une pieuvre géante qui peut démonter des bateaux, et en même temps, il y a une île sur des cannibales, il y a une île où il y a des cannibales, et en même temps, il cherche le coffre maudit. C'est quoi le coffre maudit? C'est littéralement un mec qui a foutu son putain de cœur dans un coffre. Incroyable. Bref, tout ça pour vous dire que la première trilogie, c'est putain de bien mise en scène, c'est bien joué, les personnages sont hyper attachants, ils ont une belle évolution, et pour moi, jusqu'au bout du monde, se terminer sur une chose extrêmement belle, à savoir que Jack Sparrow est un loser, parce que oui, il est épique, il est courageux, il est valeureux, il est viril, même si je déteste ce mot. Enfin bref, voilà, c'est un excellent personnage de cinéma. Ils ont tué David Jones, ils ont vaincu la Compagnie des Indes. Will devient le capitaine du Hollandais volant parce que il voulait pas devenir pirate, mais au final, il sait qu'il ne peut rien être d'autre. Elizabeth attend son homme tous les 10 ans. Alors moi qui j'ai jamais été en couple, hein, mais moi si je suis en couple et qu'on se voit une fois tous les 10 ans, c'est bon, ça va pas le faire. Bref. Voilà, et du coup, à la fin du troisième volet, Jack Sparrow se fait de nouveau trahir par Barbossa, parce que Barbossa, quand c'est la merde, tous les pirates s'allient, mais il le rappelle, ce sont des pirates, et pirates chez chacun pour sa gueule. Voilà. Et puis, vint le quatrième volet. Le quatrième volet, j'avais été le voir au cinéma de Hoche, avec mon papa. Voilà, avec mon papa. Papa, si tu passes par là, hein, une petite bise. Je l'ai revu. Et c'est vrai que ces dernières années, j'ai été très méchant avec le quatrième volet. Alors, certes, il est moins bien. Ça, c'est un fait indubitable sur Pirates des Caraïbes. Le quatrième volet est moins bon, ça on est tous d'accord là-dessus. Mais je ne passe pas un mauvais moment dessus. Devant, pardon. C'est-à-dire que, en fait, tout ce que je vous disais sur le cliché du pirate qui, ah bah oui, c'est un pirate, il a une carte au trésor et puis il va aller chercher un trésor. Alors là, ils veulent chercher la fontaine de jouvence. Pourquoi pas? Fontaine de jouvence, vie éternelle, c'est sympathique. Mais, même Penelope Cruz le dit dans le film, enfin Angelica le dit dans le film, Jack Sparrow, pourquoi tu cherches la fontaine, frérot? Tu as 40 balais, ça n'a aucun intérêt de prendre de la jeunesse alors que tu es déjà jeune, tu vois? Donc bref, ça c'est mon premier problème avec le film. Mais il y a quand même
Un autre problème, c'est que la mise en scène est beaucoup moins inspirée. La photographie a perdu toute son identité, toute sa saveur. On arrive dans, certes, encore il y a très peu d'effets spéciaux encore dans ce film, mais le scénario est mal construit, mal ficelé. Il n'arrive pas à nous faire adhérer à des histoires d'amour. Alors pourtant, des histoires d'amour mielleuses, on en a eu dans Pirates des Caraïbes. On a eu celle de Elisabeth et Will. Mais là, l'histoire d'amour entre le prêtre et la sirène... franchement, vous enlevez ça du film, on s'en bat les couilles. Hein. Ça n'a aucun sens et aucun intérêt. Donc ça, voilà. Puis la réalisation est bien moins inspirée. Les décors ont bien moins de saveur, bien moins d'identité. Pour moi, la meilleure séquence du film, ça restera l'attaque des sirènes, parce que les sirènes, qui sont d'habitude des créatures assez féeriques, assez belles, assez positives, là, se sont transformées en immenses vampires affamés de chair humaine. Voilà. Mais sinon, ouais, bon, Pirates des Caraïbes, machin, Barbossa est devenu un corsaire, mais au secours, Barbossa travaille pour le roi d'Angleterre, mais quel intérêt? Barbossa est un putain de pirate. Alors certes, c'était un stratagème pour pouvoir défoncer Barbe Noire, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Il avait juste à aller voir Jack Sparrow en mode, frérot, viens, on va démonter Barbe Noire, et c'est tout. Et puis surtout, Jack Sparrow, qui est réduit à l'état de sourasse par Barbe Noire. Barbe Noire qui est pas forcément un mauvais méchant, mais qui est mal écrit, mal exploité, alors que pourtant c'est quand même Ian McShane qui l'interprète, qui est un putain de super acteur. Je suis énervé, je suis chafouin. Et puis alors, on est à combien d'enregistrement? On est à 15 minutes de vidéo, putain. Bon, il faut conclure. Alors je vais conclure sur le 5e volet. Le 5e volet, c'est une merde, c'est une daube absolue, absolue. Et pourtant, on avait Barbossa, on avait Jack Sparrow, on avait toujours Gibbs, et on nous annonce Elisabeth et Will de retour. On se dit, oh putain, super, le trio originel. Ça partit dans les petites batailles de bateaux, etc., etc. Non. Je suis très déçu. Parce que en plus, on nous dit, oui, alors en fait, c'est Jack Sparrow qui va aller chercher le trident de Poséidon pour aller contrôler les océans. Alors frérot, déjà, problème, parce que le trident de Poséidon, c'est Aquaman qui l'a. Donc déjà... au niveau de la pop culture, ça ne matche pas. Et puis en plus, ce climax de merde. Non mais, on a quand même, juste en termes de... que vous comprenez un peu le délire. Dans le premier volet, on avait un combat dans une grotte maudite, dans l'île de la Muerta, avec un combat d'épée méga stylé, méga stylisé, hyper bien monté, hyper bien chorégraphié, presque comme de la danse. Dans le deuxième volet, on avait un combat à l'épée, puis l'attaque du Kraken, qui est l'une des scènes les plus marquantes de la saga. Dans le troisième volet, on avait littéralement 2 bateaux qui se combattaient à l'intérieur d'un maelstrom aquatique. Dans le 4e volet, bon, on avait juste un combat à l'épée dans la fontaine de jouvence, mais quand même, on avait un combat à l'épée. Et là, on a quoi? Des fantômes qui se battent dans la mer ouverte en deux. Alors excusez-moi, c'est la vengeance de Salazar ou c'est l'histoire de Moïse? Je ne comprends pas. C'est nul, c'est zéro, le décor c'est un couloir, le décor, c'est moche au possible. Les réalisateurs, ils ne savaient même plus quoi filmer, ils ont dû être payés 5 millions chacun et puis basta bambino. Voilà, super. Jack Sparrow, Johnny Depp a dû être payé 80 millions, il a pris son chèque et super. Mais voilà, tous les personnages ont perdu leur saveur, leur but, ce qui faisait qu'on les aimait. Et je trouve ça con, je trouve ça dommage. Le capitaine Salazar est un des pires personnages de la saga. Il est, certes, Javier Bardem est un bon acteur, mais il est mal dirigé. Et puis déjà, son personnage n'a pas de consistance, n'a pas de dialogue qui sonne. Ce qu'on aimait... Alors moi, j'ai vu les films en VF, mais même en VO. J'ai regardé beaucoup d'extraits. En VO, Barbossa, même Barbe Noire, ou Davy Jones, ils avaient une voix qui sonnait. C'était presque comme de la chanson, leur réplique... Elle tapait, tu vois, surtout Barbossa en VF. Il a une voix très rocailleuse, une voix qu'on reconnaît. Alors que là, mais le capitaine Salazar, en plus, il vomit du pétrole par la bouche, c'est dégueulasse. Non, je suis outré, je suis désolé. Là, je suis chafouin, parce que... Et puis alors, putain, le coup de l'équipage maudit, mais arrêtez. Putain, dans le premier volet, on a un équipage qui est maudit à cause d'un trésor. Dans le deuxième volet, on a un équipage qui est maudit à cause de la déesse des mers. Et dans le troisième volet aussi. Dans le 4e volet, on a Barbe Noire qui fabrique des zombies sur son bateau. Et là, on a encore le coup de l'équipage maudit. Les gars, c'est bon, le body horror, on a vu c'est moins bien parce que le coup du... Alors en fait, c'était un mec qui chassait des pirates. Et puis, en fait...
tout simplement, il s'est fait berner par Jack Sparrow, il s'est retrouvé dans le triangle des Bermudes et puis il a été maudit. Parce que en fait, son corps, il s'est cramé, et puis en fait, c'est un fantôme, il est mort, mais pas vraiment, enfin... Et l'intérêt, zéro. C'est zéro l'intérêt. Hein. Après, je comprends Javier Bardem, parce que moi, même dans un film de merde, tu me dis, gars, tu vas jouer un méchant qui va combattre Johnny Depp et tu seras un fantôme. Il y a très peu de chances que je dise non. Il y a très peu de chances que je dise non, je vous le dis clairement. J'ai très peu de volonté. Bon, voilà. Tout ça pour conclure que ce 5e volet... Et puis alors, oh putain, faut que je... Bon, la vidéo va faire 1 heure, hein, c'est pas grave. Faut absolument que je parle de Brandon Thwaites. Brandon Thwaites. Bon, bref, Bren. On va l'appeler Bren. Et Kaya Scodelario, qu'on connaît pour le labyrinthe, qui déjà ne jouait pas très bien dans le labyrinthe, ou dans Skins. Et là, il joue donc le fils de William Turner, à l'aide. Et elle joue une astronome qui dit, à l'époque, bien entendu, les femmes scientifiques n'étaient pas très reconnues. Et ça aurait pu porter un discours qui est extrêmement féministe, extrêmement progressiste. Sauf que ça a déjà été fait dans la trilogie originale avec Elizabeth Turner, qui était au début une demoiselle en détresse et qui a fini par devenir reine des pirates. Donc bon... une fille qui dit oui mais alors en fait on va trouver le trident de Poséidon, mais vous êtes quoi, vous êtes une scientifique ou quoi là les gars? Ah ben oui non mais... une catastrophe. Les deux personnages je les mets au même niveau parce que ils sont comment dire, ils sont mal écrits, ils sont mal joués, ils sont mal interprétés, ils sont mal dirigés, ils sont mal cadrés, leurs costumes sont sans identité, sans saveur au possible, enfin bref. Tout est raté dans ce 5e volet, du scénario à la réalisation, à la photographie, aux scènes d'action, tout est nul. Tout est nul, c'est 0. C'est bon pour vous? Voilà. Bon, tout ça pour vous dire que, en tout cas, Pirates des Caraïbes, c'est une saga qui a marqué le cinéma, c'est une saga exceptionnellement marquante, c'est une belle saga qui a relancé le film d'aventure, mais qui, avec son 4e et 5e volet, a potentiellement enterré le genre pour encore quelques années avant qu'on ait des gens courageux qui tentent de relancer le film, de relancer le film de pirates. Et alors, je m'adresse à Disney. Si jamais vous voulez relancer Pirates des Caraïbes, faites-le, il n'y a pas de souci. Mais faites-le bien, s'il vous plaît. Et à la question, je crois que c'était Hugo Décrypte qui avait posé cette question, bref, j'ai vu ça sur Instagram. Est-ce que Pirates des Caraïbes peut survivre sans Jack Sparrow ? Pour moi, la réponse est oui. Je pense que Pirates des Caraïbes peut survivre sans Jack Sparrow si on arrive à nous écrire des bons personnages. Bref, allez, c'était Captain Melboy. On se retrouve à bientôt pour de nouvelles vidéos.